7h42 minutes, une question qui n'est pas vraiment une question de paquet de céréales, mais même pas du tout. Hein. De quoi la liquidation de Sifrance est-elle le nom? Liquidation, c'est hier donc que le tribunal de commerce a finalement tranché sur cette affaire qui défraie la chronique depuis désormais plusieurs semaines dans le nord de la France. Sifrance, cette entreprise de ferry qui tentait désespérément d'échapper au dépôt de bilan et de sauver ses 880 emplois, vient donc de connaître son verdict. Le projet de transformation en coopérative est jugé non viable et l'entreprise est mise en liquidation. Néanmoins, ce projet de scope, désespéré pour les uns, innovant pour les autres, et l'intérêt qu'il a suscité dans les médias, est certainement révélateur de la terrible peur du déclassement, combiné à la difficulté de mettre en place des alternatives que ressentent beaucoup de Français. Pourtant, les coopératives ne sont ni une lubie, ni vraiment une nouveauté. Elles s'inscrivent plus largement dans le secteur que l'on appelle l'économie sociale et solidaire, qui représente près de 10% de l'emploi en France et dont les origines remontent à la fin du 19e siècle. Alors nous avons demandé ce matin à Philippe Frémaux. Bonjour Philippe Frémaux. Bonjour. Lui-même membre d'une SCOP, puisque c'est le statut de votre magazine que vous avez créé. Vous y êtes aujourd'hui éditorialiste. Non, c'est Denis Clerc qui l'a créé. Oui, Denis Clerc, vous étiez dans les parages. C'est important. Alter Eco, c'est une SCOP. Oui, absolument. Voilà. Bon. Et donc, vous publiez également en ce moment aux éditions Alternatives économiques la nouvelle alternative enquête sur l'économie sociale et solidaire. Donc, vous tombez pile poil. Et puis, avec vous, pour comprendre aussi, au fond, ce que c'est que cette économie sociale et solidaire et quelles sont peut-être des nouvelles façons de travailler et de diriger une entreprise, Claude Neuschwander. Bonjour, Claude Neuschwander. Bonjour. Vous avez été le fameux patron de l'IP de 74 à 76. Vous publiez chez Yves Michel une vie de militance avec un S entre parenthèses, mais qui montre qu'il y en a eu tout de même plusieurs et de plusieurs types. Mais notamment, donc, il y avait ce moment des années 70 où les salariés avaient mis en pratique le fameux on fabrique, on vend, on se paye, et que vous avez, vous, dirigé comme patron, je le rappelle, de 74 à 76. Alors peut-être tout d'abord la première question très simple. Nous avons donc appris hier la liquidation de l'entreprise de ferry Sifrance. Est-ce que vous avez suivi cette histoire-là? Et est-ce que cette décision vous a surprise ou non, Philippe Frémaux? Alors honnêtement, la décision ne nous a que modérément surpris. Dire que et je veux dire, la séquence de ce qui s'est passé ces dernières semaines, et en particulier dans les derniers jours, avec cette reprise par le président de la République du projet de SCOP porté par une partie des salariés de Sifrance, a même provoqué une petite gêne. Il faut dire les choses franchement, dans le mouvement SCOP. Parce que on a un peu l'impression qu'on instrumentalise notre statut comme une sorte de solution sociale pour des entreprises qui sont en très graves difficultés. Or, une SCOP, c'est une entreprise, effectivement, qui n'est pas comme les autres, puisque les salariés contrôlent le pouvoir dans l'entreprise, ils élisent leur patron, le capital a été apporté par les salariés eux-mêmes, et quand on gagne de l'argent, on se le distribue en partie entre nous, mais l'autre partie est mise en réserve qui servira à l'entreprise, qui ne nous appartient pas, je veux dire, qui servira aux générations futures. Alors attendez, là il faut que je vous coupe. Le principe de base d'une SCOP, c'est quoi? C'est d'abord une entreprise où ce sont les salariés associés qui ont le pouvoir. Ouais. Donc, de fait, une personne, une voix. Et non pas une part sociale, une voix. Non, c'est quoi la différence? C'est pas une part sociale, une voix. C'est-à-dire que vous pouvez pas avoir apporté plus d'argent parce que vous aviez plus de moyens ou qu'on vous prélève une partie de votre salaire depuis plus longtemps et que votre salaire est plus élevé. C'est mon cas, par exemple. Ouais. J'ai plus de part sociale que le dernier entré dans la SCOP. Mais le jour de l'Assemblée générale, plus de pouvoir. Le jour de l'Assemblée générale, une personne, une voix. Bon, alors, certains sont peut-être plus légitime, mais bon, c'est comme dans la démocratie, dans la société et dans son ensemble. Mais cela dit, c'est une entreprise comme les autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépenser plus que ce qu'on gagne, il faut dégager du résultat parce que c'est comme ça qu'on peut investir et assurer la survie de l'entreprise. Donc, quand la viabilité d'une entreprise est gravement mise en cause, c'est pas parce qu'on va adopter le status quo que ça va être magique. Ouais. Voilà. Alors, maintenant, c'est vrai qu'on peut tout à fait reprendre des entreprises en difficulté sous status quo, quand les salariés sont motivés, quand la valeur de l'entreprise, quand ce qu'il faut acheter coûte pas trop cher. Il y a des problèmes de Sifrance, on l'a bien vu, c'est qu'ils ont des actifs, ils ont les bateaux. Je veux dire, les bateaux, ça coûte cher. Donc racheter des bateaux, c'est un problème. Et puis, il faut que les gens soient unis. Là, il y a, semble-t-il, un petit problème aussi à Sifrance, et qu'il y ait un management qui se dégage, qui est crédible auprès des clients, auprès des banques, auprès de l'ensemble des salariés, qui puisse porter la solution. Et puis ensuite, il faut que ça aille vite.
Il faut que ça aille vite, parce que si l'outil de travail commence à se démanteler, si une partie des salariés les plus compétents trouvent du travail ailleurs, je veux dire, le collectif se dissout et ça ne marchera pas. Et alors, on a des exemples. Par exemple, vous prenez les aciéries de Ploërmel, vous avez aussi, j'ai noté la Forge Jaillot dans les Ardennes, qui étaient des entreprises en difficulté, qui ont été reprises avec succès ces dernières années. Mais dans le même temps, vous voyez bien que ça a été généralement des entreprises qui avaient eu un choc, qui avaient eu un accident, qui n'étaient pas durablement en déficit et qui sont repartis de cette façon. Un mot, quand vous avez créé Alterico, c'est pourquoi vous avez fait une scope? Non, je pense que dans Alternatives économiques, c'est ce genre de scope particulière où vous avez un projet politique qui est derrière. Voilà. Le but... C'est pas que de l'économie, c'est de la politique. Oui, mais ce que je dirais, c'est que, vous savez, dans la création d'entreprise, il y a deux choses. Le vrai créateur d'entreprise, y compris dans l'économie capitaliste, bien souvent, c'est pas l'abstraction de l'accumulation de richesses qu'il cherche. Il cherche d'abord à produire un bien, produire des services. Et peut-être, après, quand il se développe, il est saisi par cette logique de la finance. Mais dans l'immédiat, ce qu'il cherche d'abord, c'est à produire des biens et des services. Et nous, ce qu'on voulait, c'est produire un journal indépendant sur l'actualité économique et sociale qui soit dégagé des grands intérêts économiques et financiers. Et c'est ça qu'on a fait. Et pour le faire, on voulait un statut qui soit un statut coopératif, parce que c'était aussi la forme de gouvernance du journal qu'on souhaitait mettre en œuvre. Claude Noche-Vander, oui. Vous en faites partie de la SCOP d'ailleurs, du coup, d'Alterico, j'apprends ça ce matin. Ça, je ne savais pas. Non, j'ai contribué à un petit don financier au départ, et donc je fais partie de la SCOP de base, mais je suis totalement extérieur. Je suis simplement un abonné fidèle et un lecteur passionné d'Alternatives économiques. Bon, alors, comment vous la voyez, cette actualité SIFRance? Alors, cela dit... Alors, attendez, avant, je voudrais dire que l'IP, quand je l'ai dirigé, n'était absolument pas une Ah non, SCOP. voilà, absolument. Mais ça, on aura le temps d'y revenir. Par contre, j'ai créé et dirigé une coopérative de conseil travaillant pour les collectivités locales qui s'appelait TEN et qui a eu jusqu'à 60 coopérateurs. Et au fond, qu'est-ce qui compte dans une coopérative, avant que je ne réponde à votre question, c'est qu'il y a un accord de fond entre les associés sur le projet qu'ils portent ensemble, qu'il y ait la volonté d'investir, d'être chacun un entrepreneur en mettant de l'argent et en voulant la réussite de l'ensemble. Et ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple de passer d'un rôle de salarié de SIFRance à un rôle de co-entrepreneur dans la coopérative. Alors si maintenant je reviens sur le problème de SIFRance... Pour dire quelque chose un peu désagréable, on ne s'improvise pas patron non plus d'ailleurs, hein, on ne s'improvise pas gestionnaire. Mais il faut un patron dans une SCOP. Il faut un patron. Moi j'ai été élu pendant 15 ans, tous les ans. Les associés me réélisaient. Il y en a qui auraient préféré peut-être élire quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que le patron a besoin de manifester une compétence et que celle-ci est reconnue ou pas. Alors, SIFRance, parce que c'est vrai que sur la question des SCOP et de l'IP, on aura toute la seconde partie pour y revenir. Moi, je crois que ce qui m'a choqué dans cette affaire, ça a été le caractère que j'ai trouvé totalement improvisé, encore qu'on commence à avoir quelque habitude, de l'intervention du président de la République. Car quand on veut sauver une entreprise de 800 personnes et qui demande 50 millions d'investissements, on part d'abord d'un projet économique. Que ce soit une SCOP ou une entreprise, il faut le projet économique. Cette affaire s'est cassée la figure. Pour qu'elle reparte et qu'elle réussisse, il faut savoir sur quelle base, sur quelle stratégie, comment on va faire pour augmenter la clientèle et renforcer le chiffre d'affaires. Après, on peut se poser la question de pourquoi une SCOP. Et il faut deuxièmement une adhésion forte du personnel, pas une adhésion qui ne soit liée qu'à son souci de sauver son emploi. Le projet partagé. Voilà, c'est ça la clé. Pourquoi SIFRance, cela dit, justement, s'était cassé la figure, Philippe Frémaux? Parce qu'on a totalement oublié ça à l'origine. Alors ensuite, on ne va pas faire l'historique, effectivement, des conditions stratégiques sur le transmanche. Bon, il y a d'une part une certaine surcapacité qui est liée notamment à l'existence du tunnel. Hein. Voilà. Alors avec ce paradoxe qui voit d'ailleurs au tunnel voler pour des secours, a priori. Pour des raisons qui restent un peu mystérieuses. Bon, voilà. Non, mais je ne veux pas apporter d'accusation. Bon, alors, et l'autre chose, c'est que de fait, on peut s'interroger sur les conditions d'efficacité dans lesquelles fonctionnait SIFRance. Bon. Donc, alors évidemment, on va nous dire les compagnies concurrentes emploient une main-d'œuvre sous-payée, etc. Et c'est vrai.
Hein. Dans le même temps, je veux dire, il y a aussi sans doute des facteurs de productivité qui expliquent qu'on soit trouvé dans une situation de déficit récurrent. Alors, de ce point de vue-là, la SNCF, en fait, voulait se dégager de cette filiale depuis très longtemps. Et c'est pas le moindre paradoxe de voir Nicolas Sarkozy, qui est quand même un libéral bon teint à bien des égards, tout d'un coup découvrir en période électorale qu'il va faire pression sur la SNCF pour qu'elle rachète les bateaux dont elle veut se débarrasser pour les louer à pas cher dans la solution Scope. Mais à ce moment-là, effectivement, vous avez eu aussitôt, par exemple, le responsable de l'emploi de la CGT qui a dit mais on pourrait peut-être faire la même chose pour les Lojabi, etc., etc. Et pourquoi pas on va pas racheter la raffinerie de pétrole. Donc il faut savoir jusqu'où on va dans le soutien public. Donc moi je pense qu'il est souhaitable que l'État aide les entreprises qui sont en difficulté ou les salariés qui peuvent repartir. Et de ce point de vue-là, on peut quand même ironiser sur le fait que Nicolas Sarkozy, justement, qui sait que ça doit aller vite, a dit on pourrait peut-être passer outre la case cessation de paiement pour pouvoir débloquer l'argent qui permettrait, les indemnités licenciement, qui permettrait aux salariés de réinvestir dans la SCOP. Mais il faut bien voir que cette possibilité qui permettait de reprendre l'entreprise. Au fond, les salariés reprennent l'entreprise en mobilisant leurs économies qui résultent des indemnités de licenciement ou des aides à la création d'entreprises qu'ils peuvent avoir avant la case cessation de paiement, avant que l'entreprise se délite. Elle était prévue dans le rapport Vercamer qui a été rendu en avril 2010 sur le développement. Et le gouvernement, Nicolas Sarkozy, donc, n'a pas donné suite à cette proposition. Alors tout d'un coup, au moment de SeaFrance, il découvre « Ah, on pourrait faire ça, etc. » Mais pourquoi il ne l'a pas fait avant ? Petit retour en arrière, 1973, Edmond Maire et un certain Jean Raguenès. Oui, l'ensemble de la classe ouvrière vous est redevable, camarades de Chély. Vous avez montré qu'à l'heure où l'organisation capitaliste du travail éclate, une autre organisation du travail est possible. Il est possible à une collectivité consciente, mobilisée, de vivre une démocratie intense, où toutes les phases de l'action sont discutées, décidées et contrôlées collectivement. C'est possible de rêver autrement, de faire autre chose. Moi, je mettais tout ça dans le « c'est possible ». C'est possible, oui, d'une certaine façon, de surréaliser les murs d'une usine, si vous voulez. De leur donner une autre coloration, un autre ton, une autre voix, de faire que le rapport avec l'autre, avec le travailleur sur sa machine change, et même le rapport au chef. Voilà, c'est un extrait, vous l'avez reconnu, hein, bien sûr, Claude Neuschwander, de l'Ellip, l'imagination au pouvoir, de Christian Rouault. Je précise pour les habitants de Paris et d'Île-de-France qu'il y aura ce soir une projection au cinéma Le Nouveau Latina, 20 rue du Temple, dans le cadre de la série des enfants de cinéma sur l'engagement au Nouveau Latina. Projection ce soir d'Ellip, l'imagination au pouvoir, c'est 20 rue du Temple, dans le 4e arrondissement de Paris. Surréaliser, c'est quoi? Surréaliser les murs de l'entreprise? Surréaliser, ça veut probablement dire aller au-delà des contraintes du réel et rêver. Je dois vous dire que, en entendant Edmond Maire, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration... Qui était à l'époque secrétaire général de la CFDT. Hein. L'éloge, comment? Il était secrétaire général de la CFDT. Secrétaire général de la CFDT. Faire l'éloge de l'autogestion, je ne peux oublier que pendant toute cette période, alors que je suis un autogestionnaire dans la société, je n'ai jamais été un autogestionnaire dans l'entreprise. Parce que c'est une autre forme de difficulté. En particulier, il faut savoir que le système financier est hostile à toute entreprise qui sort de la norme. LIP, qui était une société anonyme, a vu les banques contre elle. 8h16, c'est l'heure de la chronique et de l'introduction au débat des matins par Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc Vinchet. Alors SeaFrance ne sera pas LIP. Ben non, écoutez, tant à l'Élysée que sur place à Calais, on aura bien amusé la galerie avec ce projet de reprise de la compagnie maritime SeaFrance par ses salariés. C'est qu'il s'agissait, on l'a bien compris, d'abord de gagner du temps en période électorale. Les plans de licenciement massif font mauvais genre. Et puis, la coopérative ouvrière de production vous a un parfum autogestionnaire bien évocateur d'autres épopées proudhoniennes
comme celle des LIP en 1973. Mais si 250 salariés sur 880 s'affirmaient prêts à investir leurs 60 000 € d'indemnité de licenciement dans la coopérative, leurs collègues plus nombreux ont eu bien raison de se montrer prudents. Pas seulement en raison du fâcheux précédent d'Air Liberté, vous vous souvenez, cette compagnie aérienne rachetée elle aussi par ses salariés et soumise à un pillage méthodique organisé, comme l'a dit le tribunal, par son nouveau patron, l'ancien dirigeant du syndicat national des pilotes de ligne, Jean-Charles Corbet. Mais surtout parce qu'on ne voit pas vraiment comment une société comme SeaFrance, qui perd 30 millions d'euros par an et a accumulé 185 millions de passifs, pourrait par miracle rééquilibrer soudain ses comptes. Il faut savoir que depuis l'ouverture du tunnel sous la Manche en 1994, la concurrence du ferroviaire a obligé les compagnies maritimes à se repenser. D'autant que la montée en puissance du low cost sur le transport aérien de passagers obligeait à miser davantage sur le fret. P&O Ferries, qui domine ses concurrents Brittany Ferries, Norfolk Line et LD Lines, a beaucoup investi. Sur la ligne Douvres-Calais qui nous occupe, où elle restait seule face à SeaFrance, elle a commandé 2 nouveaux bâtiments, le Spirit of Britain, déjà en service, et le Spirit of France, qui le sera prochainement, des bateaux de 213 mètres de long pouvant embarquer 2000 passagers, 180 camions, 195 voitures. Il faut dire que la compagnie britannique, possédée par un fonds souverain de Dubaï, a aussi soigner son offre marketing et serrer ses coûts, exigeant de ses personnels une très grande polyvalence. En face, notre SeaFrance vivotait, co-géré par le syndicat CFDT local, qui avait une fâcheuse tendance à en faire une espèce de closed shop, comme on dit de l'autre côté de la Manche. D'après un rapport alarmant de la Cour des comptes, la compagnie était en sureffectif notoire. Je cite la Cour des comptes, le recrutement manquait de transparence et s'effectuait largement par cooptation. 12 euphémismes pour décrire une entreprise dans laquelle, comme le révèle le rédacteur en chef du quotidien Nord Littoral, Philippe Hénon, je cite, « C'est la CFDT qui embauchait, c'est elle qui accordait les promotions et les congés. Certains sportifs auraient, selon la même source, bénéficié d'un cadeau de 120 jours de congés négatifs, sans doute afin de poursuivre leur entraînement. » On ne sait toujours pas ce que c'est que les congés négatifs. La Cour des comptes avait chiffré de son côté l'absentéisme des employés de SeaFrance à 39 journées par an. Là-dessus, la grève désastreuse de février-mars 2008 aura fait fuir les derniers habitués après avoir coûté 5 milliards à la compagnie. Le personnel de SeaFrance s'est donc tiré une balle dans le pied. Aujourd'hui, le secrétaire général de la CFDT, François Chérec, avoue, je le cite, avoir un peu honte du comportement de ces militants de SeaFrance qui n'ont pas eu un comportement honorable et il entend épurer le syndicat maritime Nord qu'il dirige. Il aurait peut-être pu réagir plus tôt. Reste à expliquer l'attitude pour le moins étrange de la SNCF, l'actionnaire majoritaire de notre ultime compagnie maritime sous pavillon français dans le Trans-Manche. Selon certaines sources, la SNCF n'aurait conservé SeaFrance que pour mettre la pression sur Eurotunnel. Mais depuis l'an dernier, Eurotunnel étant redevenu bénéficiaire, la SNCF a cessé de parier sur sa faillite. On s'attend à ce que les JO de Londres boostent le trafic voyageur, avec l'ouverture de la concurrence de la ligne, l'ouverture à la concurrence de la ligne Amsterdam-Bruxelles-Paris-Londres et l'arrivée de Deutsche Bahn sur ce marché, la SNCF, on le pense, a d'autres chats à fouetter que de tenter de mettre Eurotunnel à genoux. SeaFrance a donc cessé de lui être utile. Et bien voilà, pour toutes ces raisons, SeaFrance va plonger, ce ne sera pas une scope. C'est triste pour ses employés et c'est un cas d'école pour l'étude d'un certain nombre de dysfonctionnements bien français. Pourquoi les compagnies britanniques ont-elles survécu là à la concurrence et pas la nôtre ? Voilà, votre chronique à retrouver bien sûr sur franceculture.fr. Qui veut réagir à... Je crois que... Philippe Frémaux. Oui, mais Courturier, avec un ton peut-être plus polémique que le ton que nous avons employé l'un et l'autre tout à l'heure, dit à peu près la même chose. C'est-à-dire que le status quo a été, dans cette affaire, un peu instrumentalisé pour éviter de se poser la question de la viabilité économique de l'entreprise, qui était l'enjeu central. Et que c'est vrai que quand on veut reprendre une entreprise en scope, l'enjeu premier, c'est à la fois effectivement de constituer une collectivité qui a envie de porter un projet avec des gens qui sont prêts à passer du statut de salarié au statut de patron, mais c'est vrai aussi qu'il faut que le projet soit viable économiquement et qu'à la fin des fins, on gagnera plus que ce qu'on coûte. Claude Neuschwander. C'est vrai que le projet stratégique était un préalable et reste un préalable à tout sauvetage. Mais j'avoue me poser la question, pourquoi est-ce que la SNCF, cette grande société faite d'ingénieurs, et j'ai quelques respects pour les ingénieurs, a tellement de mal
à sortir du monde des voyageurs. Dans le fret, la SNCF n'a cessé de perdre des parts, alors que la lutte environnementale devrait conduire à privilégier son usage. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas su diriger cette entreprise SeaFrance, qu'elle l'a laissée par absence de management? Je ne vois que ça quand j'entends ce que dit Brice Couturier. Cette absence de management est, à mon avis, criminelle, non seulement par rapport aux employés, mais par rapport à la France et aux intérêts de la France sur la Manche. Et puis donc aussi, alors le rôle qui est pointé de certains syndicats qui n'ont pas joué le jeu. C'est vrai que pour une fois, c'est pas la CGT qui est impliquée, c'est pas les dockers, c'est pas le livre, mais c'est vrai que vous avez d'autres secteurs, de fait, où vous avez un face-à-face où les responsabilités sont relativement partagées entre des salariés qui s'agrippent finalement assez légitimement à des situations acquises qui étaient favorables, mais en face, un management qui n'est pas capable de porter un projet modernisateur fort, qui puisse à la fois mobiliser l'ensemble des salariés et donner de l'avenir à l'entreprise. On a les mêmes problèmes au sein de la presse écrite, vous savez, avec l'éternel problème de la réforme des anciennes NMPP, de la distribution de la presse. Alors, cela dit, effectivement, si on reprend cette histoire qui a agité l'actualité, notamment et par rapport à cette idée de la SCOP, encouragée par le président Sarkozy, et que l'on voit effectivement les tenants et les aboutissants, ce que décrivait Brice Couturier dans sa chronique, c'était impossible de faire de toute façon une SCOP en dehors même de la question au fond du projet, quand on voit au fond toutes les dissensions qu'il pouvait y avoir, et notamment avec ce rôle étrange de la CFDT. Je prends une phrase de votre livre, Claude de Nogevender, page 263, vous parlez de TEN, hein, l'entreprise de conseil que vous avez animée, qui était une SCOP, coopérative ouvrière de production, et vous dites qu'une SCOP, vous dites les SCOP pourraient représenter une alternative à l'entreprise proprement libérale si elle retrouvait un nouveau souffle, conciliant le respect des principes et la prise en compte de la réalité. La principale difficulté des SCOP reste leur difficulté à pouvoir financer normalement leurs investissements. Mais enfin, on lit bien, hein, respect des principes et prise en compte de la réalité. Rien de tout cela est possible quand SeaFrance... Quand vous parlez de SeaFrance, on se trouve devant un cas exemplaire de collaboration de classe. Et la collaboration de classe ne peut conduire qu'à la ruine. Il faut qu'il y ait opposition entre le syndicalisme et la direction. L'équilibre en découle. Si vous avez collaboration de classe avec des échanges misérables de petits avantages pervers, vous ne pouvez arriver qu'à la chute et à la faillite. C'est-à-dire quoi? Alors, il faut sortir de l'utopie il n'y aura pas de patron. Il faut garder l'idée qu'il y a un patron et des syndicats qui s'opposent à lui, ou enfin qui discutent. Moi, j'admets que les syndicats contribuent à l'élection du patron. Que le patron soit élu, moi, ça me paraît tout à fait normal. Mais une fois qu'il est élu, il est le patron. Voilà. Non, c'est ça qui est important. C'est que je pense qu'il y a deux questions qui sont posées. Il y a à la fois la question de l'autorité effective du patron et il y a la question de la qualité de la démocratie dans une entreprise. Et ça, c'est ce que vous relevez, vous, dans votre livre. Et ça, c'est un des points essentiel. C'est le point essentiel dans mon livre. Parce qu'elle n'est pas si simple que cela à résoudre, sur la démocratie. Parce que la démocratie dans une entreprise, c'est pas la démocratie dans l'ensemble de la société. Dans la société, la démocratie, elle a pour but d'organiser l'alternance, de rendre que si Nicolas Sarkozy est battu, ce sera un autre qui sera à sa place après. Et il partira. Bon, c'est fantastique. Dans l'histoire de l'humanité, c'est très récent qu'un type accepte de partir sans être assassiné, parce que le peuple en a décidé ainsi. Dans une entreprise, c'est autre chose. La démocratie dans nos entreprises, elle a d'abord pour but d'assurer finalement la pérennité du contrat social initial entre tout le monde. C'est pour ça qu'on a souvent des listes uniques. Il y a beaucoup de phénomènes de cooptation dans les entreprises coopératives. Pour autant, justement, c'est pas parce que le patron a été élu qu'il a l'autorité sur le groupe que c'est un totalitarisme. Je veux dire, moi, je peux être élu avec 95% des voix comme président de la SCOP, très fort, à la Ceausescu. À la cubaine, mais en même temps, ce qui est important, c'est qu'il y ait délégué du personnel, qu'il y ait un syndicat, qu'il y ait des gens qui soient capables de vous contredire, qu'il y ait l'organisation du dissensus. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez l'autorité du patron, mais vous avez aussi des gens qui sont capables de vous dire « Ah non, là, Philippe, ça va pas, tu es en train de faire des bêtises, il faut que tu changes de stratégie » et qu'il y ait une vraie discussion dans l'entreprise. Et ça, c'est aussi porté, évidemment, par les organisations syndicales. Sinon, effectivement, on tombe dans du totalitarisme en petit. Je veux dire, ça devient l'Union soviétique. Claude de Nogevender. Juste un souvenir. Oui. Je me souviens que dans ces assemblées générales qui, tous les ans, réalisaient
le patron, il y avait un coopérateur qui avait dit en me regardant droit dans les yeux, « Un homme, une voix, c'est bien, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des coopératives dans lesquelles il y en a qui ont une plus grande gueule que les autres. » Oui, mais c'est ce que je dis à la fin de mon bouquin, c'est que c'est comme la ferme des animaux d'Orwell. Voilà. Tous les animaux, c'est égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que les autres. Alors, Brice Couturier. Oui, je m'intéresse beaucoup à l'économie sociale et solidaire, et je pense qu'il y a beaucoup d'illusions sur les scopes, et que le 6 francs, c'est un bel exemple d'un certain nombre de ces illusions. Beaucoup de gens s'imaginent que sous prétexte qu'on crée une société ouvrière de production, on est soustrait à l'économie de marché, qu'on est soustrait à la concurrence également. C'est faux. Beaucoup de gens aussi se rendent pas compte qu'il y a des dérives qui peuvent menacer aussi un certain nombre de sociétés ouvrières de production ou de secteurs associatifs, qui est en fait l'alignement sur le modèle du business, du social business comme on dit aussi, c'est-à-dire des sociétés qui en fait font du profit au nom de l'action sociale. Et je pense que vous naviguez entre ces deux rives, entre ce Caribe et ce Scylla, celui du désintéressement complet et de l'absence de compétitivité, et celui au contraire de l'alignement sur les règles du marché. Voilà, vous citez les réactions. Là, je suis en désaccord complet. Philippe Frémaux et Claude Neuschwander. Il y a une partie de juste dans ce que vous venez de dire, mais pour l'essentiel, à la fois, les scopes sont peu nombreuses. C'est 40 000 salariés. 40 000 salariés en France. 40 000 salariés, et elles sont peu nombreuses précisément pour les raisons qu'a dit Claude tout à l'heure, qui est que c'est pas évident. 2,3 millions d'emplois, 9% de l'emploi français. Mais je parle des scopes stricto sensu. Les mutuelles. Ne mélangeons pas tout. Voilà. Les scopes stricto sensu, c'est très peu nombreux. C'est très peu de gens. Mais en revanche, si vous regardez leur taux de survie à 5 ans, si vous regardez leurs réserves, leur rentabilité, leur maintien, elles sont plutôt avec de meilleurs résultats que les sociétés de capitaux. Parce que, de fait, quand on crée une SCOP, ensuite, c'est son emploi qui est en cause, c'est ses économies qui sont en cause. Je peux vous dire, ça amène à une gestion qui est plutôt une gestion prudente, mais en même temps qui pense à l'avenir, parce que, mes décisions de gestion, je sais que c'est l'emploi des 40 copains que j'ai avec moi dans l'entreprise, et sur lequel je me sens une responsabilité très forte. Et en plus, comme les gens ont l'impression que le patron, c'est pas un type qui est là pour les exploiter, etc., il y a un degré de motivation, d'implication dans l'entreprise qui est extrêmement fort. En plus, c'est très efficace du point de vue de la qualité du management. Alors, ça suppose ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut que la démocratie soit de relativement bonne qualité. Alors maintenant, si on prend l'économie sociale et solidaire dans son ensemble, les 10%... Les mutuelles... Alors là, on est à 10% de l'emploi français. Là, on se pousse un peu du col. L'associatif. On se pousse un peu du col parce qu'on est face à un champ, et c'est ce que j'explique dans mon livre, qui a une diversité extrême. Je veux dire, vous avez à la fois du non-profit, vous avez des grandes entreprises efficaces qui sont sur le marché dans des mutuelles d'assurance, vous avez des entreprises qui sont totalement banalisées, parce que quand vous rentrez, il faut bien le dire, dans une agence du Crédit Agricole ou une agence de la Société Générale, vous ne voyez pas forcément clairement la différence. Et puis, vous avez dans le secteur associatif des gens qui font des choses formidables, qui concourent à faire émerger des nouvelles choses qui vont transformer notre société, qui imaginent de nouvelles façons de se nourrir, de nouvelles façons de se déplacer, de nouvelles façons de se soigner, de nouvelles façons de s'éduquer, qui sont le ferment de ce qui sera peut-être récupéré après, ensuite, par l'État ou par des grands groupes. Et puis, en même temps, vous avez des structures qui sont pesantes, qui sont en train de instrumentaliser depuis longtemps par la puissance publique ou inversement. Donc, je crois qu'il ne faut pas porter de jugements généraux, mais en même temps, nous, dans le mouvement, on ne doit pas non plus dire on est 10%, on est très puissant, etc., pour donner à penser que la petite frange militante, innovatrice, qui existe réellement dans l'économie sociale et solidaire, a une puissance sociale qui est à la mesure de l'ensemble des 10%, des millions de mutualistes. Je dis souvent, vous savez, si sur les 30 millions de mutualistes qu'on a, Jean-Pierre Davant, l'ancien président de la mutualité française, avait pu en faire descendre 10% dans la rue pour s'opposer aux franchises médicales, on n'aurait pas eu de franchise médicale. Et la vérité, c'est qu'on ne l'a pas fait. Claude Neuschwander. Oui, moi je voudrais dire deux choses. La première, pour les scopes, les problèmes de technologie, de process, les problèmes commerciaux sont les mêmes que dans une entreprise capitaliste. Ce qui change fondamentalement, c'est le problème des relations sociales. Elles sont beaucoup plus faciles dans une SCOP, si la démocratie existe. Et le problème financier, il est beaucoup plus difficile dans une SCOP, parce que les banques, là comme souvent ailleurs, sont d'une myopie consternante.
Deuxième élément qui me paraît très fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne vous donne pas de crédit de campagne, il ne vous finance pas vos investissements, etc. Nous, on a la chance d'avoir des abonnés comme banquiers. D'accord. On n'a pas besoin de capitaux. Bon, d'accord. Deuxième point. Deuxième point qui me paraît alors vraiment un problème de société, c'est que depuis 30 ans, on est passé d'une économie industrielle à une économie purement financière. Dans l'économie industrielle, le patron et les ingénieurs qui avaient le plus de poids dans l'entreprise assuraient un équilibre entre les différentes parties prenantes de l'entreprise. Depuis 25 ans, et ça se généralise depuis, il n'y a plus que l'actionnaire qui compte. Le directeur de l'entreprise travaille pour l'actionnaire, prend les décisions pour le bénéfice de l'actionnaire et pour arriver à servir cet intérêt sur le capital investi de 15%, qui est quelque chose d'invraisemblable, d'inatteignable. Et qui ne pratiquement jamais atteint, en fait, c'est un mythe, vous savez. C'est pas tellement un mythe, ça se fait en vendant des bouts de l'entreprise, en licenciant du personnel, en fermant des ateliers. Moi, je considère... En faisant de la décroissance. Je considère, et c'est un de ce qui m'a été le plus reproché dans l'IP, que le directeur général d'une entreprise doit maintenir un équilibre, doit gérer en assurant un équilibre entre les intérêts des actionnaires, ils y ont droit, mais aussi ceux des salariés, mais aussi les fournisseurs, mais aussi les clients, mais aussi les territoires. Il y a 5 partenaires entre lesquels on doit assurer un équilibre des intérêts et des droits. Et ceci a complètement disparu. L'IP s'est retrouvé, là, le moment de l'IP, il est au moment de cette transition, du changement de l'économie et de l'industrie. Elle n'était pas la cause de ce changement, mais elle est arrivée à ce moment-là. Je pense que ça a été la première entreprise que l'on a tuée pour servir les intérêts du libéralisme. Entre Sifrance 2012 et l'IP, milieu des années 70, il y a un contexte politique et idéologique qui est extrêmement différent. Quand on lit votre livre, Claude Neuschwander, on mesure à quel point le contexte idéologique est déterminant dans la résolution des salariés à s'engager pour leur entreprise, à déployer de l'imagination, à prendre des risques. Bon, mais on est après mai 68 et on est sur un moment marqué aussi par le catholicisme social. Les institutions de jeunesse sont assez puissantes, UNEF, GEC, JOC, les syndicats. Aujourd'hui, tout ça a explosé façon de puce. C'est vrai que je suis très triste quand je vois que les syndicats devant des entreprises qui ferment sont plus soucieux des primes de licenciement que du sauvetage de l'entreprise. Il y a des entreprises dont j'ai vraiment le sentiment qu'elles pourraient être sauvées parce qu'elles ont tout ce qu'il faut pour équilibrer leur compte d'exploitation. Est-ce qu'il y a l'engagement, la même teneur, la même qualité de l'engagement qu'il pouvait y avoir dans les années 70 ou est-ce que je dis trop facilement c'était mieux avant, c'est ça? Non, moi je suis pas... J'ai jamais... De toute façon, par principe, moi je pense que toute personne qui me dit c'était mieux avant, je sors mon revolver. Mais non, parce qu'on vit dans le moment où on vit et il faut penser à l'avenir. Bon, ça c'est la première chose. Mais la seconde chose, c'est que je pense, moi, pour faire régulièrement des réunions auprès de gens qui ont 40 ans de moins que moi, qui sont en formation universitaire, bien souvent dans des écoles de commerce, dans des formations de gestion. Eh bien, ils sont mûrs tout à fait pour s'engager dans des projets comme les nôtres. D'une part, vous savez, vous avez des phénomènes de fond. C'est qu'à la fois, les gens ont une aspiration à la réalisation individuelle. Dans le même temps, ils veulent pas forcément une société inégalitaire. Ils veulent aussi de la cohésion sociale, du lien social de qualité. Et en même temps, il y a eu une certaine homogénéisation aussi du niveau culturel, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui ont un potentiel qui leur permet effectivement de dire de pouvoir diriger une boîte. Et je pense que l'économie sociale a un très grand avenir, et les SCOP en particulier ont un très grand avenir, s'ils sont capables d'offrir justement ce mélange d'autonomie et de collectif, de liberté et de solidarité, vous répondez à la question, qui est tout à fait dans les... Alors vous répondez à la question que vous posez dans votre livre, savoir si l'économie sociale et solidaire, à laquelle appartiennent les SCOP, peut faire figure d'alternative globale au capitalisme. Et la réponse est... Pour moi, la réponse est non.
pour moi, la réponse est non si on résume notre société au capitalisme. C'est-à-dire, il y aura toujours de la place pour des gens qui ont envie de créer une entreprise par eux-mêmes. Et je pense que c'est très important. La liberté économique est un élément essentiel de la liberté politique de notre société. Mais à côté de ces formes d'entreprise, il faut arriver aussi à créer d'autres formes d'entreprise qui cassent justement la dictature de la corporate governance dont parlait Claude à l'instant. Je veux dire, on a besoin d'entreprises dans lesquelles les dirigeants sont rétablis dans leur autorité et qui prennent en compte les différentes parties prenantes en due proportion de leur intérêt à agir dans l'entreprise. Brice. Une autre ambiguïté de l'économie sociale et solidaire que vous soulignez très bien dans votre livre, Philippe Frémaux. Moi, en tant que prof, je me suis aperçu que ça attire énormément d'étudiants, ce secteur économique, parce qu'effectivement, ils y voient quelque part une espèce d'alternative au modèle de business qui est actuellement dominant. Mais il faut savoir que l'économie sociale et solidaire s'est concentrée sur deux secteurs d'activité bien particuliers, qui sont l'action sociale, 38,5% de l'activité, et l'éducation, 15,1%. Donc en fait, ça fait la grande majorité des cas. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, et vous le dites vous-même, est-ce qu'il n'y a pas un risque de vider de substance une partie des activités de la fonction publique, du secteur public? En réalité, puisqu'il s'agit du sanitaire, du social et du culturel, voire du sportif, est-ce que c'est pas offrir une alternative à bon marché à la gestion publique du fait comme vous le dites, de conditions d'emploi qui sont beaucoup moins favorables que celles des fonctionnaires? Est-ce qu'il n'y a pas un risque là de se décharger, de la part de la fonction publique, de se décharger sur ce nombre de secteurs associatifs à bas coût de missions qui incombent à la puissance publique? C'est pas les coopératives. Alors, non, je parle du secteur solidaire en général. Philippe Frémaux. Pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, je recite le titre d'un supplément consacré à l'économie sociale et solidaire en novembre par un grand quotidien du soir, le journal Le Monde, et c'était « L'économie sociale et solidaire avance là où l'État recule ». Bon. Mais ça, c'est une vision qu'on peut avoir. Bon. En pratique, si on regarde dans le rétroviseur historique, au-delà de certaines tentations qu'il peut y avoir dans un contexte où effectivement il y a une certaine crise de l'État social et où on pourrait rêver... Le Caire, c'est un peu ça, hein. Non, le Caire, c'est pas ça du tout. Non, le Caire, c'est pas ça. Le Caire de Martine Aubry. On va pas se lancer dans ce débat. Mais avec simplement l'idée qu'en retournant aux initiatives de la société civile, on pourrait faire des économies. Qui sont pas chères. Et tout ça, c'est du pipeau. On sait bien que si on veut une protection sociale de qualité, si on veut que les insolvables, ceux qui n'ont pas les moyens et des soins de qualité, une éducation de qualité, tout ce qui est nécessaire à la cohésion sociale, il faut de la redistribution, il faut que l'État paye. Bon, ça c'est d'accord. Mais en revanche, sur le plan historique, si aujourd'hui on a une sécurité sociale, ce dont je me félicite, c'est parce qu'au XIXe siècle, il y a aussi des ouvriers qui se sont réunis ensemble pour lutter contre l'incertitude du lendemain et qui ont créé des sociétés de secours mutuels. Et ce qui est fantastique dans l'économie sociale, c'est qu'elle est à l'origine, par la mobilisation de la société civile, de réponses à des questions que la société ne se pose pas. Bon, la Maïf, maintenant, pour vous, c'est une grosse entreprise, elle fait de la pub à la télé. Mais quand des instituteurs se sont réunis, effectivement, dans les Deux-Sèvres, dans les années 30, parce que les compagnies d'assurance demandaient des sommes exorbitantes, ils ont dit, nous les instituts quand même, on conduit prudemment. Bon, on s'est saigné au cas de veine pour acheter une bagnole, ça coûtait cher à l'époque. Et en plus, on nous demande des sommes exorbitantes pour s'assurer. Bon, on va s'assurer ensemble. Et ça a donné la Maïf. Mais c'est des choses formidables parce que c'est la société qui se lève et qui oppose le pouvoir du nombre au pouvoir du capital. Le slogan publicitaire donc il y a des choses sympas là-dedans. Donc il ne faut pas le réduire uniquement au cas de banalisation dont j'ai parlé, au cas d'instrumentalisation dont j'ai parlé aussi, et au risque qu'on a dans un moment néolibéral à ce que ce soit effectivement instrumentalisé par ceux qui rêvent effectivement de décharger l'État de ses responsabilités dans le domaine social. Mais vous pouvez Claude regarder que vous avez des banques qui étaient des banques coopératives et qui, par la faute de leurs dirigeants, c'est là où on voit que le poids des hommes compte, sont devenues des banques proprement capitalistes. Le Crédit Agricole appartenait aux agriculteurs. Les PCE. La banque mutuelle, les banques populaires, c'était des banques qui étaient dans un état d'esprit coopératif. Les caisses d'épargne qui finançaient les villages, qui contribuaient à leur animation et qui sont devenues une banque capitaliste fusionnée même avec une autre banque et dirigée par un ancien conseiller du président de la République. Vous me permettrez de revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous demandiez s'il fallait porter une accusation dans le cas de Cifrance. Accusation, probablement pas. Suspicion, certainement.
parce que ce qui a été fait là, la manière dont ça a été fait, la brutalité avec laquelle on a voulu, sans tenir compte du temps, prendre une décision et apporter une solution, c'est proprement de l'irresponsabilité. 8h42, je crois que c'est le sujet, toujours justement, du coup d'œil de Thomas Cluzel. Thomas ? Oui, absolument, un article à lire sur le site Atlantico, signé de l'économiste Pascal Perry. En écoutant les commentaires autour du dossier SeaFrance, dit-il, j'ai eu l'impression que les SCOP pouvaient avoir été perçus comme une sorte d'arme fatale anti-crise ou à défaut, une solution miraculeuse dans les périodes de tangage. Mais les SCOP ne sont rien de tout cela. Alors c'est vrai, elles portent un héritage humaniste qui est un incontestable atout économique et social. Dans les SCOP, le dirigeant est élu, il rencontre régulièrement auprès des administrateurs et peut être révoqué par les représentants de l'entreprise. Mais la SCOP ne forme en aucun cas une assurance tout risque pour les entreprises en difficulté car elle n'est pas protégée par son statut. Or, si son exploitation est irrémédiablement déficitaire, comme c'était le cas de SeaFrance, eh bien elle est sanctionnée par le marché comme n'importe quelle autre entreprise. En clair, les SCOP peuvent être la meilleure ou la pire des choses, car elles répondent à une philosophie variable selon les individus. Il n'est de richesse que d'hommes et il n'est de faiblesse que d'hommes. Toute entreprise, quelle qu'elle soit, est un lieu d'affrontement des intérêts. Dans une entreprise, le conflit entre l'actionnaire et le salarié est permanent. Alors comment faire quand il s'agit d'une seule et même personne ? À moins d'être schizophrène, il est difficile d'être en conflit social avec soi-même. Et Pascal Perry de préciser, au cours des premiers jours du débat autour de la SCOP, de nombreux salariés de l'entreprise, consultés par vote, avaient refusé d'engager leurs indemnités de licenciement dans un projet de reprise de l'entreprise. L'esprit entrepreneurial ne s'invente pas, n'est pas investisseur ou actionnaire qui veut. Interrogé par les journalistes, ces salariés avaient répondu qu'ils n'étaient pas prêts à risquer leur capital sous forme d'indemnité de licenciement dans la reprise de SeaFrance, au motif que l'entreprise était risquée. Le risque, voilà bien un mot que beaucoup de salariés veulent ignorer, écrit Pascal Perry, mais qui fait le quotidien des investisseurs. Le risque a un prix qui s'appelle la rémunération du capital investi. On peut bien sûr dénoncer l'avidité des investisseurs dans certains dossiers, mais le cas SeaFrance montre que le risque doit être assumé dans les bons comme dans les mauvais jours. Le coup d'œil de Thomas Cluzel, donc le site Atlantico, Philippe Frémaux. Oui, de dire qu'on voit bien, sous la plume de cet économiste, la vision qui a donné finalement naissance à la corporate governance et au pouvoir de la finance dans l'entreprise. Parce qu'au fond, au-delà de quelques réflexions de bon sens qu'il fait sur les SCOP au début et qu'on a tous partagé autour de cette table ce matin, qu'est-ce qu'il nous explique ? Il nous explique que dans l'entreprise, il n'y a que des contradictions d'intérêts et qui seraient sans doute résolues par des contrats entre les uns et les autres, chacun cherchant son intérêt. Une entreprise, c'est plus compliqué que ça. C'est un lieu où il y a de la coopération, où il y a des gens qui s'inscrivent dans la durée. Et ce qui a tué précisément la corporate governance, c'est cette vision de l'entreprise dont parlait tout à l'heure Claude. Et que, en tant que chef d'entreprise l'un et l'autre, on connaît, parce qu'on sait bien que c'est des gens qui vivent ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il y a une contradiction, évidemment. Tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Mais il y a à la fois cette contradiction d'intérêts, mais ça ne se réduit pas à ça. Il y a aussi de la coopération, il y a aussi du vivre ensemble, il y a aussi un projet commun. Et puis la seconde question, c'est que je trouve insupportable, ça manque vraiment de décence élémentaire, de dire qu'aujourd'hui, que le risque, il est porté par les actionnaires. Le risque, il est porté par tout le monde dans l'entreprise. Peut-être les actionnaires qui ont apporté leur argent, mais les gens qui ont apporté tout eux-mêmes, leur travail, et qui effectivement se retrouvent à la rue, parce que effectivement, il a fallu justement préserver les intérêts des actionnaires. Et je pense qu'eux aussi ont leur part de risque et il serait tout à fait souhaitable que tout ça soit mieux partagé. Brice Couturier, très vite on arrive. Je voudrais revenir sur le rôle de l'État. Le rôle de l'État, on a vu de manière très étrange Nicolas Sarkozy se convertir à l'économie sociale de marché et prôner les SCOP, ce qui était assez bizarre. On imagine mal Nicolas Sarkozy venir au secour des LIP en 1973. C'est un anachronisme étrange. J'aurais pas aimé. Vous n'auriez pas aimé, j'en suis sûr. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même de stratégie de l'État ? Est-ce que notre État n'a pas tendance, surtout en période électorale, mais pas seulement, à vouloir, comme on dit, sauver l'emploi en sauvant en réalité des entreprises dont on sait qu'elles sont à terme condamnées parce qu'il y a la destruction créatrice schumpeterienne tout simplement. Est-ce que si on avait eu un État interventionniste du type de celui qu'on a aujourd'hui dans les années 1920, est-ce qu'il n'aurait pas établi pour sauver l'industrie de la diligence et des maréchaux ferrants une taxe importante sur la voiture automobile qui faisait une concurrence déloyale à ces moyens de transport traditionnels ? Vous voyez ce que je veux dire ? Au lieu, on a un État qui regarde en permanence en arrière pour sauver les emplois qui sont de toute façon menacés de destruction, comme c'était le cas de SeaFrance qui perdait encore une fois 30 millions d'euros tous les ans, et qui pendant ce temps-là néglige des entreprises nouvellement créées dans des secteurs d'activité d'avenir et
qu'elle assassine de taxes et de contrôle. Non, Claude Neuschwander. Je crois que c'est un peu facile de dire ça. La diligence, il n'y a pas une SCOP qui l'aurait sauvée, la diligence. On a eu un État comme celui d'aujourd'hui. Vous m'avez entendu dire tout à l'heure que ce qui manquait, à mon avis, dans SeaFrance, c'est le plan stratégique de management qui permette de passer d'une perte régulière à une marge bénéficiaire réelle. Et ça, aucune entreprise ne peut y échapper, qu'elle soit coopérative ou qu'elle soit capitaliste. L'État n'intervient pas tellement dans le sauvetage des entreprises. Mais là, j'aurais bien aimé que dans le cas de SeaFrance, les grosses têtes du ministère des Finances puissent regarder quel était le plan de sauvetage qu'ils puissent avoir. Car, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut aller vite pour sauver une entreprise. Et on perd un temps fou, malgré la spontanéité de notre cher président. J'ai le sentiment que là, l'État n'a pas fait son travail en proposant aux salariés un plan convaincant. Philippe Frémaux. Juste un mot. Dire qu'à la fois, on peut tout à fait être schumpeterien et penser qu'il faut de la destruction créatrice. Les entreprises, elles naissent, elles vivent, elles meurent. Dans le même temps, vous avez beaucoup d'entreprises en difficulté qui ont eu un choc. Et si vous les laissez, mourir sans tenter de les reprendre, vous cassez aussi un collectif, vous détruisez tout un ensemble de savoir-faire, d'organisation, de compétences qui ont été accumulées au fil du temps. Et c'est très long et c'est très difficile à reconstruire. Parce qu'une entreprise, c'est pas seulement des individus, des capitaux, des machines. C'est tout ce qui fait que tous ces gens-là produisent des richesses ensemble, ont acquis des compétences, des réseaux de clients, des réseaux de fournisseurs, plein de savoirs qu'on n'imagine pas. Donc s'il y a la possibilité de la reprendre, c'est toujours préférable effectivement d'aider. Mais il y a des situations désespérées. Et ensuite, si on veut le faire, il y a toute une série de conditions à réunir dont on pourrait reparler. Et j'attire votre attention sur le fait qu'en plus, un des enjeux autour des SCOP, c'est qu'au-delà des entreprises en difficulté, vous avez des milliers et des milliers d'entreprises dont les dirigeants sont aujourd'hui à peu près de mon âge, hein, et ils n'ont pas tous la chance, comme moi, d'avoir trouvé un successeur à la tête de leur entreprise, dans la personne de Thierry Pêche. Et donc, c'est vrai qu'il va falloir trouver des successeurs. Et ils n'ont pas forcément des clients. Et vous avez des collectifs de travail, des entreprises qui peuvent disparaître, d'autres boîtes les racheter uniquement pour avoir les parts de marché et ensuite les tuer dans la bonne logique des 15% de profit, etc. Et si les salariés, on les aide à reprendre ces boîtes-là, il y a sans doute des possibilités de multiplier les scopes et, ce faisant, de renforcer notre tissu d'activité, notamment sur le plan industriel. Thierry Pêche, je le précise, que l'on entend aussi tous les dimanches chez Philippe Meyer dans l'Esprit public et qui est donc le nouveau directeur éditorial de la rédaction de l'Alternative économique. Deux petits mots vraiment pour terminer. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a 880 salariés sur le carreau, tout simplement, pour SeaFrance. Non, alors, d'une part, les bateaux sont toujours là, les droits d'exercer sont toujours là, et donc il est possible que des solutions dont on avait entendu parler reviennent, notamment la solution de Louis Dreyfus, armateur, qui reprendrait sans doute une partie des salariés. Et je pense qu'aujourd'hui, du point de vue des salariés avec lesquels on peut que se sentir solidaire, il faut aussi solution-là qui a plus votre préférence que Eurotunnel et la SCOP. Il faut peut-être qu'ils mettent notre bien-aimé président de la République devant ses responsabilités, et ils peuvent peut-être obtenir notamment que la SNCF, qui finalement était quand même engagée comme propriétaire de l'entreprise, recase une partie des salariés qui ne seront pas repris par le nouveau SeaFrance qui peut sortir de la liquidation. Claude Neuschwander, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Terminer cette discussion, que les SCOP ont plutôt vocation à venir changer le statut d'entreprise qui marche bien, mais dont le patron va prendre sa retraite, que de venir sauver les entreprises qui n'ont plus leur équilibre. Ou bien on peut retrouver un équilibre, et la SCOP est aussi valable qu'un autre statut, ou bien on ne peut pas retrouver cet équilibre. C'est le choix du plan qui permet d'en décider. Mais la SCOP n'est pas faite pour sauver des canards boiteux qui ne peuvent pas recouvrer leur équilibre de marche.